Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nombre qui est un nombre nouveau pour vous, un nombre que vous n'avez jamais rencontré auparavant. C'est rare qu'on rencontre des nouveaux nombres, mais celui-là, c'en est tout un. Alors, c'est un nombre qui ne s'écrit pas avec des chiffres, c'est un nombre qui s'écrit avec une lettre. Et cette lettre-là, c'est la lettre E. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du nombre E. Bon, qu'est-ce que c'est que ce nombre-là et pourquoi ne l'écrivons-nous pas avec des chiffres? Ben, en fait, pour vous faire un petit parallèle bien simple, laissez-moi vous reparler un peu de pi. Alors, pi, que vous connaissez depuis la deuxième secondaire, ben, c'est ce symbole-là. Okay? Vous savez que c'est le nombre qui est 3,1415,9, trois petits points. OK? Alors, vous savez certaines choses par rapport à ce nombre-là, c'est-à-dire que c'est un nombre qui a un développement décimal infini, non périodique, qui correspond au rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. Alors, c'est essentiellement ce qu'on sait, puis il existe un paquet d'autres choses, mais nous, c'est ce avec quoi on est habitué de travailler quand on pense à pi. Alors, remarquez que ce symbole-là, c'est ce qu'on utilise à la place d'écrire le nombre. Parce que c'est impossible d'écrire ce nombre-là de façon précise et exacte avec des nombres, parce qu'il y a une infinité de chiffres. Bon, ben, dans sa gang, pi n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il existe d'autres nombres comme lui, qui ont des développements décimaux infinis, non périodiques, etc., comme la racine carrée de 2 en est un autre, par exemple, ou tous les nombres irrationnels que vous connaissez, racine cubique de 10, et ainsi de suite. Mais le nombre E, ce n'est pas un nombre qui est qui provient d'une racine, par exemple, ou ce n'est pas un nombre qui a rapport avec le cercle, avec le rapport entre la circonférence et le diamètre. C'est un nombre qui en fait, est à la base de mille et une autres choses, de plein d'autres choses dans des maths un peu plus sophistiquées que les maths de notre niveau. Alors, c'est normal qu'avant la 5e secondaire, que vous ne l'ayez jamais rencontré, parce que il intervient dans des maths plus poussées que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais là, maintenant, on va commencer à le présenter parce qu'on va l'utiliser un petit peu plus tard dans l'année, surtout quand on va être en calcul logarithmique. Alors, quel est ce fameux nombre E-là? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Wolfram Alpha, okay, que vous connaissez peut-être. En fait, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement d'explorer Wolfram Alpha. C'est une plateforme en ligne qui est vraiment très puissante, développée par des mathématiciens et des scientifiques pour donner en fait, c'est une immense calculatrice, c'est une encyclopédie, en fait. Alors, si j'écris e-number, alors, voilà. Wolfram Alpha me présente le nombre E. Alors, d'abord, on l'écrit comme ceci, avec un E en italique. Et là, vous voyez que le développement décimal de E, c'est celui-là. Alors, c'est juste le début, évidemment. 2,718281,8. Et là, après ça, ça part dans une espèce de bousculade de décimales sans fin, sans période. Alors, on pourrait en faire afficher des centaines et des centaines comme ça. C'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais quand même. Alors, on dit que E est un nombre transcendant. Et sur la droite numérique, vous voyez qu'il est situé entre 2,5 et 3. Donc, effectivement, ici, c'était 2,71. Alors, c'est normal de trouver entre 2,5 et 3 sur la droite numérique. Et bon, alors, on voit que E, c'est équivalent à E à la X lorsque Z vaut 1. Pardon, c'est E à la Z lorsque Z vaut 1. Mais peu importe, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'était plutôt simplement de vous montrer que ça correspond à un développement décimal un petit peu chaotique. Un peu comme vous avez l'habitude de le voir avec pi. Alors, je vais revenir ici. Alors, E, oui, c'est à peu près 2,718. Bon. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que, dans le fond,
un peu la suite logique de la capsule vidéo précédente où je vous parlais de taux d'intérêt composé. Alors, le nombre E, c'est un nombre qu'on rencontre dans bien des sphères des mathématiques et des sciences, mais le cours de la capsule précédente est un beau prétexte pour expliquer sommairement comment on peut rencontrer E pour une première fois dans une situation qui fait intervenir de l'exponentielle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une situation de placement d'intérêt composé. Évidemment, ça va être une situation complètement idéalisée, donc ça n'a rien de... Mon Dieu, ça n'a rien de représentatif de la réalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une somme de 1 $, donc on est ici, on va placer une somme de 1 $ à un taux d'intérêt annuel de 100%. OK, alors, on place 1 $, 100% d'intérêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier la fréquence de capitalisation, N, et on va s'intéresser à la valeur de ce placement-là au bout d'une année, donc avec un T qui vaut 1, ici comme ça. Et on va regarder quelle est la valeur du placement lorsqu'on fait varier la fréquence des capitalisations. Alors, admettons qu'on capitalise, on est ici dans le tableau à la première ligne, admettons qu'on capitalise nos intérêts une fois dans l'année. Donc, évidemment, ça veut dire 100% d'intérêt sur 1 $ une fois dans l'année. Bien, la valeur de mon placement à la fin de l'année sera de 2 $. Bon, ça va quand même bien. On est ici à la deuxième ligne. Admettons qu'on fait une capitalisation mensuelle de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va maintenant capitaliser l'intérêt 12 fois par année, c'est-à-dire à tous les mois. Donc, on va fractionner notre 100% en 12 et ça va avoir lieu 12 fois dans notre année. Alors, je vais aller prendre une calculatrice et je vais calculer 1 fois 1 plus 1 sur 12 exposant 12. Et ça donne ici, on voit à droite, que ça donne 2,61. Donc, ça vient d'augmenter un peu de 61 sous. Alors, je vais écrire ici, la valeur, c'est 2,61 $. Bon. À la ligne suivante, admettons qu'on capitalise nos intérêts 52 fois dans l'année. Autrement dit, à toutes les semaines. Alors, on va diviser le 100% en 52 petits pourcentages égaux, 52 fois dans l'année. Alors, je m'en vais ici. Là, ce que je peux tout simplement faire, c'est que je peux aller éditer mon expression ici sans avoir à tout retaper à chaque fois. C'est assez commode. Et on voit que la valeur de tout ça, c'est 2,6925. Donc, la valeur augmente encore un peu. Mais moins drastiquement que la première fois. C'est-à-dire que à la première étape, ça va augmenter de 61 sous. Là, maintenant, ça augmente de 8 sous. Et là, on va voir que ça va augmenter, mais de façon plus lente. Et à chaque fois, ça va augmenter de façon encore plus lente. Alors, admettons que je capitalise mes intérêts 365 fois par année. Donc, autrement dit, à tous les jours de l'année. Donc là, ça commence à être une capitalisation assez frénétique, là. Alors, ici, je vais aller 365 fois. Dans l'année, et ça me donne une valeur de 2,7145. Alors, la valeur ici, 2, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des décimales. Je vais ajouter des décimales, même si ça ne se peut pas d'avoir des millièmes et des 10 millièmes de sous, mais de dollars, plutôt, je devrais dire, excusez-moi, des dixièmes de sous, des millièmes de dollars.
Mais là, c'est parce que l'augmentation va être tellement de plus en plus faible que si j'ajoute pas des décimales, je le verrai pas augmenter. Okay? Parce que vous allez voir que là, on augmente grandement la fréquence des capitalisations, mais ça n'aura pratiquement plus d'impact sur la valeur de mon placement. Alors, admettons que là, je capitalise mes intérêts 8760 fois dans l'année, ou c'est-à-dire à toutes les heures. Donc, on fractionne notre 100% en 8760 pourcentages égaux, et ce, 8760 fois dans l'année. Alors, je vais faire ainsi. Tiens, ça va être mieux. 8760. Et ici, 8760. Et ça me donne 2,7181. Alors, vous voyez que si je n'avais pas gardé 4 décimales, j'aurais pensé que ça restait à 2,71 tout le temps. 2,7181. 3 petits points. Là, je ne mets plus le signe de dollar parce que rendu là, on sort de tout contexte possible au niveau de l'argent. Là, c'est rendu purement théorique. Et finalement, à l'avant-dernière ligne, 525 600 fois de l'année ou à chaque minute. Alors, là, c'est complètement hystérique. Là. 525 600. Et ici, 525 600. Et ça me donne 2,7182. 2,7182 pour la valeur de mon placement après un an. 3 petits points. Et là, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut remarquer, c'est que d'une étape à l'autre, ça augmente, mais ça augmente de façon de plus en plus insignifiante, alors que la fréquence des capitalisations devient pratiquement infiniment grande. Alors, ultimement, si je poussais cette situation-là théorique à sa limite, en passant, le mot limite, c'est un mot que vous allez rencontrer beaucoup au cégep l'année prochaine, et si mes capitalisations avaient lieu à chaque fraction de seconde, okay, et donc finalement on poussait la situation à la limite réellement même de la théorie, la valeur de mon placement serait le fameux nombre E, 2,7182, 3 petits points. Donc ça donnerait le nombre E. Bon, j'en conviens, c'est un nombre qui arrive d'une façon très, très inattendue, très particulière et très invraisemblable. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la base de toutes sortes de choses qui vont découler de ce type de calcul-là. Alors, ça, en passant, quand vous allez rentrer au cégep, quand vous allez étudier ce qu'on appelle les limites au cégep, vous allez beaucoup, étudier la limite de situation exponentielle qui découle d'une exponentielle de ce type-là, dont la limite est E. Alors bref, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans parce que ce n'est pas du tout l'objet du cours d'aujourd'hui. Je voulais simplement vous montrer comment on peut se servir des notions de base qu'on connaît pour définir un concept qui est beaucoup plus vaste. Sur la calculatrice, vous avez la touche E. Alors moi ici, évidemment, ma calculatrice, ça ne ressemble pas à la calculatrice que vous avez entre les mains la plupart du temps. Alors, sur la calculatrice, il faut rechercher la touche E exposant X. Moi, je l'ai ici, E à la X. Et pourquoi on me demande d'entrer un exposant X? C'est simplement parce que la touche E, comme on vient de le voir, elle est intimement liée avec le phénomène exponentiel. Alors, c'est normal qu'on pense toujours à me demander quel exposant je veux lui donner. Et bien sûr, si on veut le nombre E lui-même, tout seul, sans aucune altération, c'est E à la 1 que je vais entrer. Et on voit que la valeur, elle est ici à droite. Alors, toutes les calculatrices scientifiques là, minimalement intéressantes là, possèdent la touche E à la X. Souvent, observez si ce n'est pas situé en deuxième fonction d'une autre touche qui s'intitule Ln.
Ça, on en parlera plus tard quand on va être dans le calcul logarithmique. Alors, quand vous avez trouvé la touche E à la x, bien, au moins, vous êtes capable d'accéder à ce nombre-là sur la calculatrice. Bon. En passant, pour votre culture, le nombre E, c'est probablement la constante réelle irrationnelle la plus importante des mathématiques. Je dis après pi, mais ça dépend, c'est purement subjectif, là. Nous venons de voir une manière de construire E, mais elle n'est pas unique. La série suivante permet aussi de retrouver E. Donc, E, c'est la somme d'une infinité de fractions dont les dénominateurs, ce sont les factoriels de tous les entiers naturels. Je vous rappelle ce que c'est que la notation factorielle, donc le point d'exclamation qui est là. Ben, si je vous dis par exemple 4 factoriel, c'est le produit de 4 par 3 par 2 et finalement par 1. Okay? Alors, ça, c'est la notion de factoriel. Donc, si je fais la somme de toutes les fractions où les dénominateurs sont des nombres naturels factoriels, ben, vous avez encore une fois une façon de retrouver E. Ou encore, par une fraction continue, comme ça. Mais ça, c'est un peu vertigineux. Il y a toutes sortes de façons d'analyser ça. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est vraiment juste pour vous présenter que E n'est pas propre aux situations de placement, mais que ça peut intervenir dans toutes sortes de contextes et toutes sortes de façons différentes. Mais je ne veux pas m'égarer trop longtemps. Moi, en 5e secondaire, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est simplement de savoir que E, c'est une constante qui est supérieure à 1. Donc, éventuellement, une fonction exponentielle en base E, ça serait penser toujours que c'est une fonction exponentielle en base 2,7. Donc, techniquement, c'est une fonction qui est croissante. Et savoir où repérer la touche E sur la calculatrice pour être capable de l'utiliser lorsque le contexte nous le demande. Puis, on va faire un exemple de contexte, justement, qui va illustrer ce que je m'attends que vous sachiez en 5e secondaire concernant le nombre E. Donc, l'exercice de la page d'après. Un satellite de communication dispose d'une source d'énergie dont la puissance P en watts varie selon la règle P égale 65 fois E à la moins T sur 300, où T est le temps en jours écoulé depuis la mise en orbite. Bon, s'agit-il d'une fonction croissante ou décroissante? Bon, on parlait de variation il y a un instant. Bon, ben ici, juste logiquement, dans le contexte, ben ce serait nécessairement une fonction décroissante, parce que plus le temps passe ou plus le temps avance, ben plus on s'attend à ce que le satellite se décharge et devienne de moins en moins puissant. Alors, je vais dire ici que c'est décroissant. Et par la même occasion, ben, remarquez qu'on peut l'expliquer aussi algébriquement. On voit que l'exposant contient un signe négatif, donc finalement la base c'est 1 sur E. Et donc 1 sur E, ben, ça serait une base plus petite que 1, et finalement ça serait décroissant. Donc deux façons d'expliquer la même réponse. B. Quelle est la puissance du satellite au moment de sa mise en orbite et 1 an après sa mise en orbite? Donc, pour la lettre B, on va aller calculer P de 0. Donc, au moment de sa mise en orbite, c'est 65 watts fois E à la moins 0 sur 300. Et comme il n'y a ni paramètre H ni paramètre K, donc il n'y a aucune constante qui vient altérer ma courbe, ben, à ce moment-là, on sait que P0 va être de 65 watts. C'est la valeur du coefficient A tel qu'on le connaît. Et on se demandait 1 an après la mise en orbite, donc là, il ne faut pas remplacer T par 1, mais par 365, parce que c'était le temps écoulé en jours. Alors, 65 fois E à la moins 365 sur 300. Donc là, bien entendu, je vais avoir besoin de ma calculatrice. Alors, 65 fois E à la moins 365 sur 300.
Et on voit qu'à droite, ça donne 19,25 watts. On voit bien que c'est décroissant. Et en C, si la durée de vie du satellite est de 1000 jours, détermine le codomaine de la fonction qui représente cette situation. Donc, moi, je suggère qu'on fasse peut-être un petit croquis. On a la puissance du satellite selon le temps écoulé en minutes. En minutes, mon Dieu, en années, excusez-moi. On avait qu'initialement, la puissance était de 65 watts. Et on a une fonction exponentielle décroissante. On dit que la durée de vie du satellite est de 1000 jours. Donc, 1000 jours, ça serait ici. Alors, quel est le codomaine? Ben, je vais aller chercher l'image de 1000. Alors, pour C, je vais aller chercher P de 1000. Ça va être 65 fois E à la moins 1000 sur 300. Et je vais aller utiliser ma calculatrice ici. Je vais simplement, ici, moins 1000 sur 300. Et je vois qu'à droite, ça me donne 2,32 watts. Si j'arrondis ça au centième. Alors, le codomaine de la fonction P, ça serait de 2,32 à 65. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne m'attends pas à autre chose de votre part que de comprendre que le nombre E, c'est une constante et non une variable, qu'il s'agit d'une constante d'abord qui est supérieure à 1, donc il faut avoir une idée de son ordre de grandeur en général, donc entre 2 et 3, et comment utiliser ou comment accéder à cette constante-là à partir de votre calculatrice. Alors voilà, c'était pour le nombre